J'ai envie de vous lire une petite phrase qui vient de ton site en fait et qui présente un petit peu la personnalité, le travail de Sylvain et qui explique aussi pourquoi on l'a invité dans ce petit séminaire de rentrée dont le thème est la propriété, qui a priori est une notion, comme je le disais au tout début, qui n'est pas évidente ou qui est en tout cas un peu masquée, un peu voilée quand on parle de design et d'architecture intérieure. Alors, face à la génération des designers qui émerge alors, donc là on parle des années 80, n'est-ce pas ? Ou avant, et qui puise dans la culture de la rue et de la bande dessinée les fondements d'un design expressif, souvent ludique et chargé d'un grand pouvoir de communication, Dubuisson se singularise par une culture très personnelle qui mêle des connaissances classiques et surtout littéraires à une curiosité pour les sciences et à une fascination pour les technologies de pointe. Cette phrase décrit, je crois, assez bien la sensation qu'on pouvait avoir face à la dernière exposition de Sylvain, que certains ont peut-être vu, j'espère, ou pas. Sinon, c'est dommage. C'était vraiment une très belle exposition qui était à la galerie rue Visconti, donc rue Visconti à Paris, et qui s'est terminée au début de l'été. Hein. Et c'était une exposition assez... pour moi, assez étonnante parce qu'on ne savait pas très bien s'il s'agissait de design, d'art, de littérature ou de tout ça à la fois. Et je pense qu'il s'agissait un petit peu de tout ça à la fois. Ouais. Donc, les questions à poser à Sylvain, elles sont quand même assez compliquées puisque le titre de la conférence, je crois, c'est Déjouer la propriété. Hein, je ne sais pas si c'est ça qui est resté. On a l'impression que Sylvain, c'est en tout cas son travail déjoue l'enfermement dans une discipline qui serait soit l'architecture d'intérieur, soit, je sais pas, on pourrait dire la poésie même au sens large, et que ça croise. Il y a plein de choses qui se croisent. D'ailleurs, dans l'exposition, il y avait des espaces qui étaient définis aussi bien par tes objets à toi que par des œuvres d'amis, invités, etc. Donc il y avait une espèce de correspondance, de résonance entre différentes choses. Et dans cette sorte de foisonnement des idées et des images, c'est assez dur de repérer quelque chose qu'on pourrait appeler justement propriété et qui serait fixe. Et c'est surtout, je trouve, une exposition qui parlait de l'habitat, mais qui parle du fait d'habiter, d'un habitat qui serait en fait en deçà de la propriété. Et finalement, l'hypothèse de départ là, dans cette petite conférence et le sens des questions que j'aimerais poser à Sylvain, c'est finalement de savoir si la finalité du design, à supposer qu'il en ait une, c'est la propriété, c'est de créer des objets qui doivent être possédés. On pourrait poser la même question pour l'architecture d'intérieur. Est-ce que la finalité de l'habiter, elle se trouve dans la possession, comme ça, ou dans le pouvoir sur la chose ou sur l'espace ? Ou est-ce qu'elle ne se situe pas ailleurs, dans cette espèce de complexité un peu insaisissable ? Donc, j'ai peut-être un peu trop parlé, mais je voudrais dire quand même un petit mot sur une figure qui, je crois, est quand même assez éclairante, peut-être. Enfin, en tout cas, nous, je pense que ça pourrait nous aider. C'est la figure de Diogène. Donc, Diogène, c'est un philosophe grec de l'Antiquité qui a créé un mouvement qui s'appelle les cyniques. Et vous connaissez, peut-être ça vous rappelle des souvenirs de terminale, de philo, je ne sais pas. Il habitait dans un tonneau, cet homme, et il plaidait en fait une sorte d'abandon et de renoncement pour le coup à la propriété. Et Sylvain a consacré au VIA, donc c'était quoi, 2001, quelque chose comme ça. Ah, 2010, d'accord. Donc c'est beaucoup plus récent que je pensais. Il a consacré une exposition autour de cette figure de Diogène qui interroge ce que c'est que d'habiter finalement. Donc est-ce qu'on peut commencer par là, ça te va ou... Oui, on peut commencer par Diogène. Bonjour, pardon. On entend parce qu'on m'entend jamais. Moyen. Ouais. Bon. Peut-être le premier mot qui m'est venu sur ce mot de la propriété, c'était très simple. La propriété, c'est ce qui disparaît quand on disparaît. Voilà, c'était la première chose qui me venait à l'esprit. On entend ? J'ai l'impression que ça... Rien du tout ?
essayer celui-là. C'est pareil. Pareil, je pense. Et là, c'est mieux? Bon. Les premières images que je voudrais vous montrer, bon, pour parler de Diogène, on va en parler juste après, puisque c'était le sujet d'une exposition que j'avais faite au VIA. Mais je voulais juste montrer quelque chose sur l'habitat minimal. C'est, disons, l'étroitesse des espaces ou leur singularité qui est inversement proportionnelle à l'œuvre qu'elle génère. Donc, la première chose que je voulais montrer, c'est une petite image d'une petite maison. Alors, vous savez que Mahler, qui était le compositeur début du XXe, était chef d'orchestre à Vienne. Et il n'avait pour composer que le temps de ses vacances. Et donc, il partait dans les Dolomites, qui est une région au nord de l'Italie. Et il s'est installé dans cette petite cabane. Et c'est là qu'il a composé la 9e symphonie, sa dernière symphonie. Voilà. Donc c'était juste pour vous montrer cette question de l'inversement proportionnel par rapport à la qualité de l'espace. Voilà, toujours la maison en profil comme ça. Parce que la première photo, vous pouviez imaginer qu'il y avait 20 mètres de profondeur. Donc là, alors j'ai une autre petite... voilà, un autre lieu. C'est la bibliothèque de Montaigne. Je ne sais pas si vous la connaissez, qui est au château de la Brède, à côté de Bordeaux. Donc on voit son bureau, mais surtout cette bibliothèque dans laquelle il y avait un certain nombre de livres. La totalité des poutres et sur la totalité des poutres sont inscrites des devises qu'il avait retenues au fil de ses lectures. Ça, c'est aussi un espace minimal. Ce sont des architectes qui s'appellent Snohetta, qui sont des architectes norvégiens, qui ont construit simplement une halte pour admirer le paysage, être juste à l'abri des intempéries et regarder le paysage. Avec la coupe, donc vous voyez que c'est une coupe comme une scénographie qui regarde le paysage. Aussi, il y a cette notion que l'espace intérieur, c'est une partie de la jouissance d'un espace, parce qu'un espace, il vit particulièrement de l'espace environnant, de l'espace extérieur. Donc là, c'était frappant dans le petit chalet de Mahler, et c'est frappant dans celui-ci aussi. Ah, ça c'est très intéressant aussi. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'atelier de Bacon. Ouais. Donc, vous voyez là, le contraste entre quelqu'un qui fait une peinture très maîtrisée et un espace de travail. Bon, Diogène, ce projet, c'est un projet qui a été fait dans l'espace de la galerie du Via, dans les arcades de Daumesnil. L'espace faisait 10 mètres de hauteur, je crois. Bon, il est concentré qu'avec les voûtes existantes, et c'est une réflexion sur l'espace minimal d'une façon totalement fictionnelle, puisque ce projet Diogène, il n'a aucun rapport avec l'espace extérieur, donc la question des intempéries, mais c'est toute une réflexion sur l'habité avec toutes les fonctions, même le langage. Et voilà. Donc ça, c'est la construction de l'espace du milieu avec la douche, le lavabo, la partie salle de bain. L'espace du repos qui était en partie haute du cylindre, qui peut s'ouvrir comme un grand plan horizontal. Et puis l'escalier qui est, vous savez que c'est un escalier qui fait 90 cm d'envergure. Les marches font 30 cm et il y a 30 cm de vide au milieu. Ce qui fait qu'on se frotte à la fois sur la paroi périphérique et sur les marches montantes. Et il n'y a besoin d'aucun garde-corps pour ne pas tomber. En fait, cette figure de Diogène, par rapport à la propriété, elle est quand même assez fascinante, puisque, comme je disais au début, c'est quelqu'un qui possédait volontairement rien du tout. Et il se présentait... j'ai dit qu'il a créé ce mouvement qui s'appelait les cyniques, mais lui-même se présentait comme un chien, en fait. D'ailleurs, comment on dit en grec ancien, kuon, voilà, ça veut dire... kunis, ça veut dire... Oui, kunos, c'est ça, voilà. Génitif de kuon, je me suis noté. Bon, ça veut dire, ça veut dire chien en grec ancien. Et on le surnommait Diogène le chien. Et on lui prêtait aussi le raisonnement suivant. Tout appartient aux dieux. Or, les sages sont les amis des dieux. Et entre amis, tout est commun. Donc, tout appartient aux sages.
Donc là, on retrouve un peu une des questions qui nous a animés ce matin, là, pour ceux qui étaient au 4e étage, à savoir cette sorte d'opposition entre propriété et commun. Ce qui paraît, disons que cette notion de commun, elle est en tout cas problématique par rapport à l'architecture d'intérieur et même au design, puisque la plupart du temps, et l'a priori aussi nous indique que le design ou l'architecture d'intérieur sont destinés à une appropriation. Donc la question que je souhaitais te poser au début, c'est est-ce que la finalité de cet habitat, c'est d'être possédé? Alors, pour le cas de l'exposition de ce que j'ai montré tout à l'heure sur le Diogène, c'est un espace d'expérimentation seulement. C'est-à-dire que ce qui aurait été intéressant d'ailleurs dans l'exposition, c'est d'habiter le temps de l'exposition dans cet espace-là. La question de l'expérimentation, c'est pour moi la question première dans la création, en réalité. C'est-à-dire quand on fait un projet, quand je parle ici de projet plutôt personnel, puisque c'est des choses qu'on expérimente soi-même, donc c'est juste pour remettre en cause toutes les fonctions de l'habité. Là j'ai une autre image qui est complémentaire et qui s'appelle aussi le projet Diogène, qui est celui de piano, dans lequel il intègre toute la question écologique des consommations d'énergie. Voilà. J'aime bien l'idée de mettre en regard le projet que j'avais fait, qui était totalement fictionnel, même dans la représentation plastique des fonctions, et celui-ci qui est extrêmement pratique et fonctionnel et lisible dans ses fonctionnalités de façon très cohérente et qui indique seulement qu'il y a un espace très très petit dans une relation à l'extérieur qui est bien définie, quoi. Tout à l'heure, tu nous as parlé d'habitat minimal. Alors, si je le rattache un peu à la première conférence que vous n'avez pas vue, mais que vous pourrez voir en ligne, et en fait, Céline Spector donc, nous a parlé du fait chez Rousseau, en fait, de l'obligation qu'il voyait à limiter la propriété pour ne pas priver d'autres, pour ne pas priver en fait les personnes qui étaient exclues de la propriété, en fait. Dans ces projets, tu as dit le mot minimal. Est-ce que le mot minimal, on peut le comprendre dans ce sens-là, à savoir qu'on habite là la terre comme un commun, avec la responsabilité de se limiter dans le projet pour ne pas que le projet soit envahissant ou que la propriété exclue Non, ce sur quoi je suis très attaché quand je parle d'habitat minimal, c'est cette idée que tout de même, c'est très difficile d'acquérir des mètres carrés. Question pas seulement d'acheter, mais aussi de louer. Et que je me suis toujours attaché à donner une espèce pas de performance, mais d'habitabilité la plus extraordinaire possible dans des espaces de dimension très restreinte. Je crois que c'est un truc, si vous voulez, quand j'entends Nouvelle qui dit un bel appartement, c'est un grand appartement, pour moi, ça m'a toujours posé beaucoup de questions, parce qu'au fond, tout ce qu'on achète, c'est toujours au mètre carré, et plus les surfaces sont grandes, plus elles sont onéreuses, et qu'il y a en dehors des questions de normes, etc., il y a toute une possibilité d'intervention sur l'espace qui est totalement inexploitée sur les rapports entre les différentes pratiques d'habiter. Voilà. Et c'est vrai que je m'y suis pas mal concentré et que j'ai beaucoup expérimenté ça. Donc il y a une surface minimum, mais il y a aussi peut-être en corrélation une sorte d'usage maximum de ces surfaces. Est-ce qu'on pourrait dire ça, ou d'usage étendu, inventif? Oui. Peut-être tout à l'heure, ou bien on peut montrer quelques images sur la question de la transformation des sujets que tu avais évoqués. On pourrait parler de ça, oui. Peut-être la pièce de Richelieu, la douche. Là. C'est vrai que dans ton travail, il y a souvent, je trouve, l'idée de mouvement et de temporalité, quoi, l'idée d'une certaine dynamique des usages. Ouais.
Bon, voyez par exemple toute la question des pièces d'eau, de ce que j'ai expérimenté, c'est-à-dire pour s'abstraire du carrelage, des robinetteries, etc. Voilà. On peut considérer que là, vous avez un projet de douche. Voilà, la photo de gauche, elle vous montre une espèce de grand amphore. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez cheminer dans votre vie quotidienne sans être altéré par ce que c'est qu'une douche. Il y a même une vision très plastique et presque artistique de cette grande jarre qui est de couleur terre cuite mais qui est en corian. Et puis il y a un système de rotation à décentrement qui permet de rentrer à l'intérieur. Et voilà. Donc il y a une dissimulation des fonctions pour redonner de la cohérence aux espaces dans lesquels on vit. Et cette douche, elle est immergée au milieu des chambres. Mais on ne dort pas dans une salle de bain. Ça, c'est dans un appartement, hein, c'est bien ça, cette douche. C'est chez moi. Je dis toujours, j'ai jamais eu de clients. Donc Alors justement, j'avais aussi une petite question. J'en montre quelques-unes comme ça. Voilà. Donc une autre pièce, par exemple, c'est aussi une chambre dans laquelle vous avez une banquette. Et en fait, la banquette, les dessus de la banquette s'ouvrent et vous avez la baignoire qui est voilà. Donc ce plan, il est à le même niveau que le lit. Voilà. Même vous avez le lavabo. Vous voyez, c'est une espèce de pièce en pierre, mais qui n'a rien, qui ne s'apparente pas à une. C'est plutôt une fontaine qu'un lavabo. Voilà. Donc il n'y a pas de signe de pollution ou d'archétype de la salle de bain tout à coup qui vient vous altérer le fait d'être dans votre chambre. La question que j'avais là, elle est presque un peu indiscrète en fait, parce que tu montres pas mal de pièces qui sont aussi autoproduites ou certaines pièces qui t'appartiennent, enfin qui sont chez toi, avec lesquelles tu vis. Donc on pourrait dire que tu en es le propriétaire, en tout cas tu vis avec cette production. Est-ce que tu t'en sens propriétaire? Voilà, question un petit peu indiscrète comme ça. Alors, il y a plusieurs questions. La question de l'autoproduction, c'est une question de définir des territoires d'expérimentation. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que c'est plus facile si c'est vous qui expérimentez que si vous le faites à d'autres, sauf une conjonction d'objectifs avec votre client. La deuxième chose, l'autoproduction, ça demande, ou l'expérimentation même, demande des moyens financiers. Et donc ça rentre aussi en ligne de compte. Et le troisième point, je dis toujours que dans le prix d'une pièce, le prix de l'autoproduction, c'est pas seulement le coût que vous allez avoir, c'est de la production, c'est tous les instants que vous allez vivre avec cette pièce. C'est-à-dire l'argent, il se dissout dans l'expérimentation. C'est très important d'avoir ça. C'est-à-dire que quelquefois, vous avez des pièces, vous dites, bon, ça vaut 10 fois plus cher qu'autre chose, mais franchement, quand vous aurez vécu un certain nombre d'années avec une pièce, vous direz, le prix, il est dissous, il n'existe plus, quoi. Voilà. Tu pourrais peut-être nous montrer quelque chose qui coûte un petit peu cher là, quoi. Tout coûte cher. Peut-être deux mots alors cette histoire de fameuse douche tout à l'heure que vous avez vue en corian. Donc il y a un grand fabricant à côté de Reims qui est spécialiste de corian. Bon. Et quand vous cherchez à faire des pièces un peu particulières, vous essayez de trouver un bon artisan, un bon fabricant. Et puis, vous essayez de le convaincre que vous avez envie de faire cette pièce avec lui. Lui, il voit que dans la pièce que vous lui demandez, ça ne va pas être évident, mais il en a envie aussi. Bon. Et l'expérimentation, c'est aussi de se dire que la pièce, il la passe en recherche et développement. Vous attendrez 3 ou 4 ans pour la voir. Et lui, il va dissoudre aussi son temps de production dans quelque chose où il ne va pas compter ses heures parce que voilà, il partage avec vous cette question. Donc il y a aussi une relation de confiance avec les fabricants et ça m'arrivait très 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 souvent. Voilà. Donc finalement, c'est des objets qui sortent un peu du marché au sens de l'offre et de la demande traditionnelle ou est-ce qu'ils sont dans le marché ou est-ce que... Question un peu... Non,
Cette question, c'est pourquoi j'ai jamais de clients, quoi. C'est-à-dire que la recherche, l'expérimentation coûte du temps, coûte de l'argent, voilà. Et au fond, vous n'avez plus rien à voir. C'est-à-dire par rapport à ce que vous avez vu, on vous montre une image d'un objet plastique, etc. Moi, je sais parce que je vis avec, donc je me dis c'est magnifique. Mais un client, vous lui dites cette douche-là, ça va vous coûter 6 ou 7 000 euros, il vous regarde et il vous dit non, circulez. Vous voyez et donc on voit bien aussi, enfin, parce que là on est en train de discuter de rapport au client et de la question financière. Bon. Et en général, les gens fortunés, ils ont besoin d'avoir dans l'argent qu'ils dépensent une représentation d'eux-mêmes. Et cette représentation d'eux-mêmes, elle est rarement en accord avec quelque chose qui a trait sur le minimal et l'expérimentation. En fait, ça nous amène aussi à une autre notion sur laquelle je voulais t'interroger, que je trouve assez évidente dans ton travail. Enfin, on en a vu un petit peu, on a vu cette salle de bain dynamique, quoi, je ne sais pas comment dire, enfin, qui s'escamote et qui réapparaît. C'est la notion du temps, en fait, bon, qui là est évidente dans le cas du vin, puisque là on voit, n'est-ce pas, des cuves avec du vin des chais avec du vin qui mature. Et dans beaucoup de projets, en particulier bon, les horloges, mais aussi je trouve les luminaires, on a une dimension du temps qui interroge en fait cette question que les choses sont amenées à disparaître peut-être, et que les propriétés elles-mêmes sont peut-être amenées à disparaître. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce souci de dessiner le temps qui passe, ou de dessiner comme ça la lumière qui transforme un espace. Enfin, c'est peut-être deux choses différentes d'ailleurs, je sais pas, moi je les perçois comme un peu conjointes. Mais... Dans les horloges ou dans les luminaires, la notion de transformation, elle est totalement immédiate et évidente, je dirais. Là, ce projet d'horloge, c'est une réflexion sur l'affichage de l'heure, où au lieu d'afficher avec des aiguilles, qui est comme, disons, un résidu du cadran solaire, ou un reste, et de la décomposition du temps à partir de l'engrenage, ici, on sait que maintenant, la question de la décomposition du temps, elle se fait à partir de quartz, et donc l'affichage, vous voulez qu'il soit plus cohérent avec la question de la décomposition du temps, et là, on a donc des cercles concentriques avec des diodes, un cercle des heures, des minutes et des secondes. La seule différence juste deux mots sur la seule différence très curieuse, c'est que mentalement, avec des aiguilles, vous décomptez le temps quand vous passez la demie. C'est-à-dire que si l'aiguille dépasse la demie, vous comptez 8 heures moins le quart, par exemple. Tandis que là, il faut se dire qu'il faut additionner jusque des parties du 30 au 60. Voilà. Les autres, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Peut-être on peut voir un peu de luminaire. Je ne sais pas si tu as des images. Ça, c'est un projet de lustre pour un hôtel à New York. Voilà, un grand penthouse. Donc avec deux spires entrelacées dans des couronnes de cristal de Swarovski. Est-ce que tu aurais, parce que moi j'ai encore une question indiscrète sur la lampe, beaucoup de bruit pour rien. Je sais pas si... Elle n'est pas là. Oui, mais vas-y, tu peux la poser. Bon, je vais essayer de la décrire vite fait. La lampe, bon, c'est une lampe qui travaille avec des matériaux détournés ou récupérés de systèmes industriels, on peut dire, de systèmes techniques en tout cas. Oui, il y a des lames de rasoir qui tiennent les petites ampoules. Et le courant passe dans des petites chaînes d'or qui sont tendues par un élastique. Donc voilà, c'est un assemblage assez étonnant et pourtant fonctionnel qui produit une lumière qu'on peut varier de manière très fine d'ailleurs. Donc la question c'était, qu'est-ce que c'est que ce rien de beaucoup de bruit pour rien, quoi? Ce beaucoup de bruit pour rien, c'est que c'est une lampe que j'ai faite il y a quand même un certain temps, et il y avait on commençait à utiliser toutes les sources halogènes. Et il y avait une surenchère de la question de la production lumineuse. Voilà.
Donc cette petite lampe, elle éclairait comme 2 bougies, et je voulais faire une réflexion sur la question que la lumière, c'est surtout la question de l'ombre. Voilà, ça tournait autour de ça. Et puis, elle s'appelait aussi Beaucoup de bruit pour rien, parce que effectivement, c'était quand même beaucoup de travail pour la fabriquer, pour fabriquer les pièces en mécanique de précision. Il y avait un petit coffre secret, enfin, il y avait des différentes choses qui fait qu'elle était très onéreuse pour un éclairage, très bel éclairage, mais minimal. Voilà. Et elle était éditée par André Putman, par Écart International. Alors on vient de parler du titre d'une pièce dont on n'a pas vu d'image, mais c'est pas grave parce que ça s'accorde assez bien sur la question suivante que je voulais te poser en fait. On sent que les mots et le langage a quand même beaucoup d'importance dans ton travail. Et là, sans avoir vu la lampe et rien qu'avec le titre et une petite description, on peut se figurer quelque chose. Donc la question c'est quelle propriété, pour y revenir, tu accordes aux mots dans leur relation à tes projets? La première chose, c'est que pour moi, un projet, c'est d'abord quelque chose qui est pensé. Donc dans la pensée, il y a le langage. Dans ce langage, il y a des mots. Et les mots, ils sont formulés, informulés. Voilà. Et cette question de la pensée du langage, qui nous représente, c'est figé aussi. Cette question de la pensée de l'instant quand vous faites de la création, c'est aussi circonscrit que quand on prend un cliché avec un appareil de photographie. Vous voyez toutes les photos, ce qui me fascine, vous regardez un cliché photographique, vous savez à peu près, vous savez assez précisément à l'époque à laquelle il a été fait. Et je trouve que vous regardez les objets, en fait, les objets n'existent que dans l'époque, qu'au moment où ils ont été conçus. Enfin, je veux dire, vous êtes très jeune et donc vous avez du mal à percevoir ça, mais vous verrez qu'il y a une espèce de datation systématique et qu'on ne peut concevoir que ce qui existe dans l'instant et dans la pensée que l'on a eue à cet instant-là. Après, d'une façon plus décorative, je dirais, c'est vrai que j'ai utilisé le langage. Par exemple, dans la petite lampe que vous voyez qui est une applique, c'était cette idée que le plus simple abat-jour qu'on puisse faire, c'était une feuille de papier format A4. Voilà. Et puis ce qui est écrit là, c'est comme abat-jour, c'était un poème de Robert Musil qui a écrit un roman qui s'appelle L'homme sans qualité, qui est un grand roman du XXe siècle, mais qui est en quelque sorte condensé, le thème de l'homme sans qualité peut être condensé dans ce poème qui s'appelle Isis et Osiris. Donc là, vous voyez, le langage, les mots sont utilisés voilà, avec le contenu de l'abat-jour, la photocopie. Voilà. Et il y en a un autre, le dernier. Voilà, un autre qui est un projet, disons, fétiche. C'est donc un cylindre en verre une pièce en verre avec une corolle qui est enchâssée dans un cylindre en titane découpé. Et cette idée que offrir des fleurs, c'est pour recueillir les pétales de fleurs, voilà, et qu'on offre des fleurs, mais que j'aimerais bien que ça dure un instant de plus. Voilà. Et vous avez sur les 9 mètres de la découpe du cylindre, vous avez le poème de René Char qui s'appelle Lettera Amorosa qui est gravé sur ce cylindre. Bon, vous voyez, on voit que le texte là, il est, disons, il aide à atteindre une dimension imaginaire en fait. Voilà. Alors on parle de... Il y a une notion un mot qu'on entend beaucoup dans le domaine de l'architecture, le design. On entend souvent le mot langage en fait, appliqué comme une métaphore ou une comparaison. On ne sait pas très bien en fait, mais on entend souvent parler de langage architectural ou de langage même d'un designer. Est-ce que toi ça t'inspire quelque chose? Rien du tout. Est-ce que tu trouves que c'est un... La notion de langage, je l'entends tout à fait en amont. C'est-à-dire
de quel langage on dispose pour faire de la création. Voilà. C'est-à-dire, on a évoqué l'idée de la littérature ou des mots. Donc, je dis, ça, c'est une partie du langage pour moi. D'accord ? Après, la façon de représenter et de travailler, par exemple la façon de dessiner, pour moi, c'est une forme de langage. Et ce qu'on peut dessiner à la main, ce qu'on peut faire à la main et ce qu'on peut faire à la machine, je suis très attentif à cette question des langages. Par exemple, il y avait une exposition au Centre Pompidou qui s'appelait « Architecture non standard ». Et ce qui était absolument fascinant, c'est avant que les ordinateurs existent, des personnes faisaient des pièces extrêmement compliquées, très complexes, je veux dire, voilà, non standards, et elles étaient radicalement différentes des pièces qui sont faites uniquement avec la machine. Et c'était extrêmement flagrant de comparer le type de langage, c'est-à-dire le langage au fond manuel ou maquette, par rapport à celui qui était fait avec la machine. Voilà, donc dans les problématiques qu'on met en œuvre, c'est quel langage on utilise pour dire quoi. Voilà, j'entends plutôt le langage dans ce sens-là que le langage d'un architecte, voilà, ou d'un designer, ou même d'une époque. Voilà. Effectivement, ça aide à clarifier quelques notions en termes de discours ou d'image, mais je suis plus préoccupé par la question des langages de création. Alors là, tu parles aussi là de la question de la représentation, hein, quand tu parles du dessin. Donc si on essaye, si moi j'essaie de me définir rapidement ce que c'est que la représentation et en quelle manière ça peut nous éclairer sur la perception de ton travail, on pourrait dire que la représentation, dans le sens de représentant, quoi, c'est quelque chose qui parle pour une autre, quoi, et qui la remplace et qui parle d'une chose qui est absente. Donc le plan, il parle du projet à venir en tant qu'absent. Et moi, dans ton travail, je sens justement toujours cette sorte d'ailleurs là qu'on a un peu du mal à définir, justement, qui n'est pas qui est un peu hors de la propriété, quoi, hors de l'appropriation. Et j'ai toujours l'impression qu'on parle d'autre chose que de l'objet. Donc est-ce que c'est un sentiment, ce sentiment que j'ai, voilà, est-ce que c'est juste dû à ma perception un peu bizarre, ou est-ce que c'est quelque chose qui est travaillé dans les objets, de renvoyer un ailleurs comme ça? Je pense que je suis tributaire d'une époque. Et je vais essayer d'expliquer dans quel sens je l'entends. Avant les années 80, avant les années 80, il y avait les arts majeurs, il y avait l'architecture, la peinture, la sculpture, etc. Bon. Et puis, il s'est trouvé un phénomène assez particulier à cette époque-là, c'est qu'on a considéré que la bande dessinée, la cuisine et le design étaient des arts à part entière. C'est une notion absolument nouvelle. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les gens qui exerçaient ces disciplines pouvaient y mettre, je ne sais pas si c'est du sens, mais disons d'une façon très emphatique, je dirais, une certaine vision du monde et des choses. C'est-à-dire qu'on a pu injecter du sens, de la sensibilité, des images, de l'imaginaire, etc. C'est une notion complètement nouvelle qui apparaît en même temps que moi je commence à travailler. Voilà. Et probablement que je suis une de ces personnes qui a profité de l'ouverture de ce champ d'investigation pour travailler, voilà, et faire mon travail. On peut dire par exemple très vite que les objets industriels se mettent à pouvoir représenter autre chose qu'eux-mêmes ou ouvrir sur... J'ai une autre notion sur la question des projets industriels. C'est-à-dire, je ne supporte jamais qu'un ingénieur se permette de dire qu'il y a une seule une seule manifestation du projet. Voilà. J'ai travaillé sur les centrales électriques et quand je les voyais avec le rouleau compresseur me balancer un projet, je disais, ça veut dire il y a toujours dans la gestation du projet, aussi bien technique que artistique,
un moment où le projet n'est pas formalisé et qui peut prendre plusieurs formes. Oui, là encore, on retombe un peu sur nos pieds avec cette idée que le projet est en devenir et qu'il est jamais, qu'il trouve peut-être jamais de point d'équilibre et qu'il est toujours ouvert sur autre chose. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose que je ressens dans tes objets et tes espaces. Peut-être on arrive un peu au bout du temps là. On peut peut-être faire passer le micro pour des Attends, petites... je vais montrer la petite table qu'on a faite là. Non, la table en marbre. Voilà, tout de suite. J'avais une question aussi là-dessus justement. Non, je l'ai pas. J'avais une question pour à nouveau invoquer le mot propriété. On a l'impression que tu déjoues beaucoup les propriétés des matériaux en essayant de les pousser dans des retranchements qu'on n'imaginait pas. Donc est-ce que c'est... C'est complètement faux, mon cher Vincent. D'accord. D'où l'intérêt de la question. Non, ça, je sais pas. Peut-être. Moi, je ne le ressens pas comme ça en tous les cas. C'est-à-dire que je considère que j'ai une forme de reconnaissance des propriétés des matériaux qui fait que c'est intégré de façon assez aujourd'hui naturelle dans la mise en forme des projets. Mais c'est drôle parce que tu m'as dit ça une fois, mais je n'arrive pas à le... Il faudrait qu'on trouve un sujet particulier pour s'en rendre compte. Je sais pas. Peut-être. Ah, tu n'as pas ta proposition, d'accord. Je pensais à cette table qui est... c'est celle-là d'ailleurs, qui est une charnière en fait. Tu as peut-être une autre photo. C'est une table à allonge et c'est une charnière taillée dans un seul bloc de pierre en fait. Bon, d'accord. Donc c'est une table qui s'appelle à livre ouvert. Poser des pierres à livre ouvert, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que vous avez des tables avec un motif, et puis une pierre, je veux dire, avec un motif, et vous mettez, comme le motif il se poursuit de tranche en tranche, que la pierre est débitée en tranches, on met l'une tranche à côté de l'autre, ce qui fait qu'on les a en miroir. Bon. Donc, dans ce cas-ci, donc c'est une table que j'ai dit qui était en pierre. La notion de travailler avec les matériaux aussi, des matériaux qui sont aussi riches dans leur matière première, c'est très important et qu'il y en a une diversité infinie. C'est très important pour moi d'aller sur site, de choisir les pierres, de choisir celles qui vous plaît, avec lesquelles vous avez envie de faire votre projet. Donc dans la notion du travail, c'est rien à voir avec le dessin, c'est même rien à voir à discuter avec un fabricant. C'est aller à la source de là où sont produites les matières premières et de choisir ce qui vous convient. Alors après, dans la facture de la table, le projet consiste à avoir des pierres qui font 30 mm d'épaisseur dans lesquelles on taille des charnières, on les dégraisse à 15 mm pour avoir la charnière dans les 30 mm. Voilà. Donc moi, je pensais que dans les nouvelles techniques de collage, on pouvait coller la pièce en pierre sur le plateau de 15 mm. Mais l'artisan avec lequel j'ai voulu faire cette table, il a dit non, moi, je veux la faire en taillant dans la masse. Voilà. Donc, encore une fois, c'est 2 ans d'attente. Voilà. Peut-être on peut faire passer le micro si tu es d'accord pour des petites questions, s'il y a des questions. Vous êtes timide, bon. Intimidé peut-être, je ne sais pas. Décontenancé. Vous voulez montrer d'autres... Ça vous paraît être votre métier ou... Moi je dis toujours que je ne suis pas un modèle. Donc, Tiens, montre la tour de Cartier. Je vais vous montrer pour montrer que ça peut être votre métier, parce que tout ce que je vous ai montré, ce n'était pas votre métier, mais... Vous voyez l'immeuble qui est en face? Vous savez ce que c'est? C'est quoi? Ouais, donc l'immeuble qui est en face, c'est la Fondation Cartier. C'est construit donc sur une propriété qui appartenait à Chateaubriand, qui habitait là et qui avait planté un certain nombre de cèdres, dont il reste un, et Jean Nouvel a fait son bâtiment autour de ce cèdre-là. Voilà. Et dans ce bâtiment, vous avez donc
le département de chez Cartier qui s'occupe de la construction et avec lesquels on a fait cette tour à Tokyo, voilà, qui avait deux clients, qui avait le client japonais propriétaire de l'immeuble et la maison Cartier qui avait sa boutique au rez-de-chaussée. Voilà. Donc on a fait à la fois les codes de la marque pour faire la boutique en bas et puis sur le dessus, c'est comme une lanterne japonaise. Voilà. Donc vous avez la transformation, encore une fois, le jour, le soir. Bien, peut-être on peut finir sur cette nuit japonaise éclairée par ce beau projet. Et ben, on vous remercie. S'il n'y a toujours pas de questions.